En gros, depuis les années 90, vous savez qu'il y a eu un fort développement de ce qu'on appelle les jeux en ligne, les jeux multijoueurs en ligne, les jeux en ligne immersifs. 95%, et c'est toujours le cas, des jeux qui sont édités, vendus et joués aujourd'hui sont encore des jeux de guerre et de violence urbaine. Et donc l'histoire a montré au cours des années 2000 que ce type d'environnement permet des mécanismes de plus grande implication, de désinhibition et d'augmentation cognitive. Donc c'est parti de travaux en neurosciences. Ça s'est appelé au démarrage l'effet fétiche de la tour. Et en gros, l'idée, c'était que les gens, quand ils manipulent un avatar, leur avatar dans ce type d'environnement, ils sont beaucoup plus attentifs et il y a des mécanismes de cognitifs qui entrent en œuvre et qui leur permettent d'apprendre plus facilement et de façon plus permanente. Donc on a expérimenté avec 4 laboratoires de recherche pendant 4 ans dans le cadre de l'incubateur réalité virtuelle de l'éducation nationale, donc avec 60 classes, donc des chercheurs en neurosciences, didactique, psychologie et sociologie. On a travaillé sur comment ça marche, comment on peut aménager ces environnements de manière à ce que des élèves, donc on était sur des élèves de collège, des élèves de lycée, des étudiants de Univamu, Université Aix-Marseille, et donc on a travaillé là-dessus. Qu'est-ce qui fait que dans ce type d'environnement virtuel, on va obtenir ces mécaniques d'apprentissage facilité. Bien sûr, on a travaillé avec des collèges, dans les collèges avec les SECPA, c'est-à-dire les jeunes les plus en difficulté. Et donc, c'est avéré, dans certaines situations, vous avez des élèves qui vont mieux comprendre certains concepts simplement parce que leur avatar dans le monde virtuel va les manipuler, va les créer. Donc on a travaillé là-dessus et aujourd'hui on propose des plateformes pédagogiques et donc on a le plaisir et l'honneur de travailler avec l'AFPA d'Istres pour la création de son jumeau numérique et 10 formations professionnelles sur ce type d'environnement. Et on a travaillé aussi sur des cartographies de compétences et l'idée c'était, en région PACA, c'était effectivement de faire le recensement des compétences. Donc c'est complètement autre chose, c'est une autre utilisation du métavers. Remplir des questionnaires un petit peu sur le même modèle que ce qu'on a vu là et voir comment se matérialisent leurs compétences par rapport à celles de leurs collègues. Et de voir comment un professionnel qui est sur le même poste peut avoir en fait des compétences quand même différentes selon le contexte de mise en œuvre de leur travail. Donc voilà le type d'utilisation de ces environnements virtuels immersifs et donc essentiellement avec une preuve de concept réalisée donc avec l'Éducation nationale et l'Université d'Aix-Marseille et depuis avec des organismes de formation sur des problématiques d'accès à l'emploi, de mise à l'emploi, de professionnalisation, de public, le plus souvent de bas niveau de qualification, mais pas seulement, parce que quand on travaille avec des entreprises, avec des techniciens supérieurs, on touche à des niveaux de qualification un peu plus importants. Ce que vous voyez là, c'est une utilisation un peu plus classique de ce type d'environnement, c'est ce qu'on appelle les jumeaux numériques techniques, c'est-à-dire qu'on va reproduire des installations industrielles. Là, le but, c'est de permettre à une personne de la tester sur sa capacité à identifier des EPI, des vêtements de protection avant de rentrer dans un environnement industriel. Et l'intérêt de ce type d'usage, c'est qu'on est en mode multijoueur, c'est-à-dire que les personnes vont se connecter pour jouer le jeu, si vous voulez, mais peuvent se connecter avec le formateur, avec le tuteur, mais aussi avec leurs camarades. Et on peut rentrer dans une logique d'entraide, de soutien, où quand la personne se trompe, le camarade qui est à côté peut lui dire « Non, d'abord tu es ridicule avec ton casque, et en plus, ce n'est pas la bonne manip qu'il faut faire ». Les personnes, bien sûr, comme dans les jeux multijoueurs, parce que c'en était en fait, peuvent communiquer à l'écrit comme à l'oral, en public comme en privé. Bien sûr, vous avez des traducteurs qui permettent de converser en différentes langues et vous avez toujours des témoins qui vous permettent de savoir qui est connecté à proximité, avec qui je peux interagir sur tel ou tel type d'installation. Donc voilà un petit peu de quoi il s'agit quand on parle de technologie de réalité virtuelle immersive. Donc je vous montre, je vais un petit peu vite, je vous montre les environnements les plus récents qu'on a pu développer. Et vous avez toujours cette idée que dans ces installations, vous allez pouvoir mobiliser des outils
des outils qui existent sur Internet. Je vais pouvoir, dans le monde immersif, interagir avec des personnes, interagir avec des objets. On va utiliser par exemple ce qu'on appelle des éclatés, c'est-à-dire je vais faire exploser une voiture pour voir comment elle est constituée avec le système moteur, etc. Je vais pouvoir donc émuler des sites Internet, passer des diapositives, etc., comme on le fait quand on fait un travail de formation un petit peu classique. Donc je voulais vous présenter un petit peu comment, d'où ça vient cette histoire de monde immersif. Vous avez un historique de Stanford qui montre comment l'Internet a évolué donc, depuis les années 90. En gros, l'idée, c'est que vous avez ici, vous avez un Internet un petit peu classique que certains d'entre vous ont peut-être connu. On était un petit sur des sites vitrines, si vous voulez, avec beaucoup plus d'interactions au niveau social, avec ce qu'on appelle le Web 2.0, la possibilité pour les personnes d'aller plutôt sur des blogs, d'interagir, de re-questionner, de discuter, bien sûr, l'avènement des réseaux sociaux, Facebook, tout ce qui est contributif, collaboratif, etc. Et vous allez avoir ici, à partir de 2016, le Web 4.0, c'est-à-dire ce que je viens de vous montrer, mais avec l'idée de ne pas oublier ce passage-là, qui est ce qu'on a appelé le Web 3.0, qui est l'Internet des algorithmes, c'est-à-dire ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire tout ce système de captation, de capitalisation des données, de vos données personnelles, de vos données de navigation, qui vont permettre à tout le système marchand en fait, de vous faire des propositions de plus en plus affinées en termes de consommation. On est là sur le registre un petit peu, vous connaissez bien, qui consiste à dire que quand même Internet c'est un outil, c'est un super outil, mais qui est gratuit. Et s'il est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Et donc, il faut bien qu'il y ait un modèle économique derrière toute cette technologie-là. Et là, l'idée, vous le connaissez avec le big data, etc., c'est d'avoir un usage, certes gratuit, d'Internet, mais pour le coup, sur lequel vous allez avoir d'abord une navigation qui va être personnalisée, vous avez selon votre profil, et ensuite, vous allez avoir des propositions commerciales plus ou moins adapté, mais enfin bon, il y a des intelligences artificielles qui travaillent derrière, et donc c'est un sujet qui est, c'est un sujet technologique fort, mais c'est un sujet de société important. C'est à partir de là qu'un certain nombre d'inquiétudes peuvent apparaître, d'autant que ce Web 3.0, il va persister dans le monde, dans le Web 4.0, dans le métavers, dans la mesure où là, vous serez immergé dans des espaces 3D et vous serez aussi sollicité par des algorithmes qui vont vous faire des propositions, pareil, commerciales, etc. Mais comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, dans ce type d'environnement immersif, vous serez sûrement plus vulnérable parce qu'ils sont beaucoup plus prégnants. C'est un petit peu ce que j'expliquais tout à l'heure. Si nous, on arrive à accompagner des élèves en difficulté dans les collèges, dans les lycées, de façon beaucoup plus efficace, en leur permettant d'apprendre de façon beaucoup plus pertinente certaines notions, ça veut dire que quand vous serez sur ce type d'environnement, toute la technologie du web, des données, etc., aura un impact a priori beaucoup plus efficace. Donc, je fais partie, moi, des personnes qui pensent que oui, le métavers n'est pas sans danger. Il faut savoir comment l'utiliser, qui l'utilise et comment on s'en empare. Enfin, je pense qu'il y a là une vraie question de société. Nous, on essaye quand même de travailler ça avec beaucoup d'éthique, de travailler ça proprement. On travaille avec des juristes, toujours avec des chercheurs, avec des philosophes. Voilà, on essaye d'avoir un petit temps de réflexion avant de lancer les élèves et les stagiaires sur ce type d'environnement. Donc voilà, je voulais rapidement vous montrer, on va passer là-dessus sur comment on peut spécifier ce type d'environnement. Et en gros, l'architecture de ces environnements dits métavers, si vous voulez, c'est d'avoir une ingénierie pédagogique qui se structure autour d'espaces en réalité virtuelle immersive, avec une gestion du temps, c'est-à-dire que vous pouvez être en synchrone, les stagiaires, les formateurs peuvent travailler de 9h du matin à midi sur une séance particulière, les stagiaires peuvent revenir tout seuls plus tard pour continuer un travail, donc on peut travailler en asynchrone. Il y a des réseaux sociaux intégrés avec la possibilité de créer des groupes,
des groupes de travail, qu'ils puissent communiquer entre eux. Et du coup, ces groupes de travail, ils vont être dans des salles distinctes. Donc, on est dans ce qu'on appelle une pédagogie spatialisée. Thème par thème, vous avez différents endroits que vous allez pouvoir rejoindre pour travailler telle ou telle notion. Et on va surtout intégrer des outils d'animation, dont beaucoup viennent de l'éducation populaire, comme les réseaux d'échange réciproques de savoir, on en a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que on en vient à renoncer à une verticalité du savoir et à encourager les personnes, les stagiaires, les publics, les collégiens, etc., à s'entraider dans les apprentissages plutôt que d'attendre que le savoir descende de l'enseignant. On va utiliser ce rapport au corps dont j'ai parlé tout à l'heure, la dynamique avatariale, c'est-à-dire que puisque les gens ont un avatar et que ça les rend plus performants dans les mécaniques d'apprentissage, eh bien on va forcer sur cette relation pédagogique. Et après, on va utiliser des outils d'animation de communauté, donc que j'ai évoqué un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire que il y a des réseaux professionnels qu'on va pouvoir mobiliser sur ce type d'environnement pour capter justement des compétences, des savoirs, des expérimentations. Parce que ce qu'il faut bien comprendre sur ces histoires de monde virtuel, c'est que ce sont des mondes. Donc géographiquement, il y a des gens qui viennent développer leur activité. Et ces personnes, donc vous avez compris, des collèges, des lycées, des centres de formation, des entreprises, des institutions, des laboratoires de recherche. Et à un moment donné, ces personnes-là peuvent se rencontrer, en fait, à l'occasion d'événements. Et c'est ça, la notion de métavers. C'est ce qu'a introduit Zuckerberg en septembre 2021, quand il est arrivé et a proposé de lancer cette espèce de hub des mondes virtuels. Parce que le monde virtuel, ça existe depuis quand même, je vous le disais, depuis les années 90, les années 2000, mais chacun avait son espace pour des utilisations privées et un petit peu confidentielles, mais ça c'est normal. Par exemple, l'éducation nationale, le principe des collèges, c'est que personne ne peut rentrer, personne ne peut aller voir, mais l'idée c'est d'imaginer comment vous avez des collégiens d'une classe, d'un lycée de Perpignan, qui vont pouvoir rencontrer des lycéens ou des collégiens d'un autre pays, d'une autre infrastructure. Pourquoi et comment on accompagne et on organise ça. Et cette idée de faire se rencontrer des collégiens, des stagiaires, des industriels sur le même espace, c'est ça le métavers. C'est l'idée du hall de gare, c'est l'idée du hub, c'est l'idée de dire j'ai des mondes virtuels et à un moment donné, ils se rejoignent pour qu'on puisse faire communauté, des échanges, etc. C'est techniquement assez lourd, enfin ça demande de la ressource parce que, je veux dire, vous connectez des mondes, donc techniquement il y a quand même un certain nombre de compétences numériques, informatiques, réseau à mettre en œuvre, mais c'est sociologiquement très lourd et juridiquement, nous on a embauché des juristes pour travailler sur le cadre juridique de ce type d'installation où vous avez des gens qui se rencontrent via des avatars, et vous avez même des mineurs, et vous avez tout un tas de problématiques qui sont aussi des problématiques d'agression. Nous, on a un jeune qui a agressé un agent de police, qui a insulté un agent de police. Avec son avatar, il est venu lui rentrer dedans, donc l'agent de police n'a pas mal, parce que c'est juste son avatar. Mais vous voyez un petit peu l'intention et ce que ça peut donner quand il y a des gens qui sont autour. Et il a insulté dans le chat. Et donc, tout ça, il y a tout un cadre juridique qui est à construire, enfin, qu'il a fallu construire, qu'il nous faut inventer, et il va nous falloir gérer ces nouveaux espaces de rencontres, de formation et d'accompagnement. Donc, c'est ce à quoi on s'attelle. Donc, je disais, on n'est pas tout seul, on travaille avec des laboratoires de recherche qui eux-mêmes nous accompagnent dans les expérimentations que nous menons avec les collèges, les lycées, les universités, les stagiaires des organismes de formation. Je citais tout à l'heure l'AFPA d'Istres. Et après, tout ce travail-là mérite d'être accompagné. Ce n'est pas forcément simple, mais c'est en construction. Alors, j'ai essayé d'aller vite. Je ne sais pas où j'en suis au niveau du temps. Donc, ce qui fait société un petit peu autour de la question du métaverse, c'est cette idée, poussée un petit peu par les GAFAM, que ces environnements immersifs seraient une évolution toute naturelle d'Internet. En gros, ce qui se dit, c'est que Internet, comme je le montrais tout à l'heure, on est passé du web 1, 2, 3, 4, c'est-à-dire que même Internet, la logique, c'est que dans quelques temps, quand vous irez sur un site pour faire vos courses, faire des démarches à la poste ou faire vos courses chez Darty, etc., vous vous retrouverez dans un espace immersif
où vous allez pouvoir démonter la machine à laver pour voir comment elle fonctionne, interroger un vendeur qui sera un vrai vendeur ou éventuellement un bot. Mais ce qui est complètement original dans ce scénario-là, c'est que quand vous serez devant votre ordinateur pour aller faire vos courses dans un magasin, vous aurez à côté de vous des clients. Et donc ça, c'est l'aspect social dont je parlais tout à l'heure. C'est ça ce qui est un petit peu nouveau, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec un accès à la technologie, mais un peu plus innovant dans la mesure où on va tous se retrouver, on va tous pouvoir se croiser dans des installations. Vous ne serez pas tout seul devant le site internet de telle ou telle entreprise, tel ou tel marchand, avec tout ce que ça peut constituer de liens sociaux et de force de cohésion et d'entraide, et tout ce que ça peut constituer de cauchemardesque, de nous retrouver ensemble dans des endroits de ce type-là. Je suis passé rapidement, mais dans ce type d'environnement, pour les gens qui jouent en ligne, ils le savent déjà, on va vous donner un avatar, mais vous allez pouvoir le personnaliser. Et donc, ce qui est très intéressant, et dans les expérimentations qu'on a fait sur la pédagogie et sur les recrutements des bas niveaux, etc., c'est-à-dire que vous avez des personnes qui vont pouvoir avoir un avatar qu'ils jugent valorisant. C'est-à-dire, voilà, vous imaginez un élève de collège qui est tout petit, etc. Systématiquement, dès qu'on leur donne un avatar, ils en font un avatar de 110 kg, 2,10 m, plein de muscles, etc. Et concrètement, quand ils vont en cours de maths, c'est punchy, quoi. Je veux dire, ils n'ont pas la même désinhibition que quand ils le sont en réalité. Et donc, c'est ça aussi un moteur de ce type d'environnement. Encore une fois, avec tout ce que ça présente de positif et de tout ce que ça peut présenter de très inquiétant. Merci.